Les Entretiens du sommeil, un podcast du Centre du sommeil et de la vigilance de l'Hôtel-Dieu de Paris, présenté par le docteur Jonathan Taïeb. Le somnambulisme, quand faut-il consulter ? Les comportements anormaux au cours du sommeil constituent un motif de consultation récurrent en médecine du sommeil. Le somnambulisme est l'une des parasomnies les plus fréquentes. Dormir debout, c'est possible pour les somnambules. Zoom sur un trouble pas si rare et même fréquent chez les enfants. Pour en parler, nous sommes avec le docteur Marie-Françoise Vecchiarini, médecin neurologue, praticienne à l'Hôtel-Dieu de Paris et ancienne présidente de la SFRMS, Société française de recherche et de médecine du sommeil. Bonjour Marie-Françoise Vecchiarini. Bonjour. Alors, le somnambulisme, c'est quoi ? Eh bien, comme vous le savez sans doute, il s'agit d'un événement moteur, indésirable, qui survient au cours du sommeil. L'enfant ou l'adulte va se mettre assis dans son lit, se lève et marche, déambule dans la chambre, et parfois le comportement est plus complexe et le sujet peut descendre un escalier, s'habiller ou venir ouvrir la porte ou la fenêtre de sa chambre, sortir, même dans des cas beaucoup plus rares, on a vu certains prendre le volant de leur voiture. Quand on observe le sujet, il a les yeux ouverts, des gestes lents, parfois maladroits. Il paraît un peu hagard. C'est donc une déambulation motrice inconsciente. Le sujet continue à dormir et parfois il peut se mettre en danger, comme cet enfant qui au cours de la nuit avait grimpé en haut d'un arbre ou cet adulte qui avait essayé d'enjamber la fenêtre. Alors, quelles sont les populations les plus touchées en termes d'âge par le somnambulisme et quelle est la fréquence de survenue de cette pathologie ? Alors, on sait que cette parasomnie, c'est-à-dire ce trouble moteur anormal au cours du sommeil, survient surtout chez le petit garçon, entre 7 et 13 ans, et que lorsque les épisodes sont tout à fait occasionnels, c'est-à-dire une fois de temps en temps, eh bien, ils peuvent être observés jusqu'à chez 28 à 30% des enfants dans cette tranche d'âge. Les enfants plus jeunes sont beaucoup moins atteints, ils font très peu de somnambulisme et la prévalence augmente avec un pic vers 10 ans et une prévalence globale qui peut être de 13,5% environ. Il y a une très grande variété dans la prévalence de survenue de la parasomnie. Le somnambulisme est occasionnel, fréquent ou très fréquent. Au cours de l'évolution, on sait que celle-ci est considérée disparaître à l'adolescence, ce qui est vrai le plus souvent, mais peut réapparaître chez l'adulte et notamment chez l'adulte jeune dans environ 25% des cas, ce qui fait au total que la prévalence du somnambulisme à l'âge adulte est de 2 à 4%, diminuant plutôt avec l'âge. Et il faut bien savoir qu'il est très rare de voir apparaître des épisodes de somnambulisme chez des sujets qui n'en ont pas fait étant enfants. Alors, quels sont les facteurs favorisant d'une crise de somnambulisme ? Est-ce qu'on va pouvoir jouer justement sur ces facteurs-là pour éviter d'avoir une survenue de crise au cours de la nuit ? Alors, c'est une très bonne question. Il y a des facteurs sur lesquels on ne peut pas jouer, qui sont les antécédents familiaux. Il y a donc une prédisposition génétique au somnambulisme, même si on n'a pas trouvé de gène, encore que dans les formes familiales, on sait qu'il y a une surreprésentation d'un certain allèle qui joue sur la motricité. On sait aussi qu'un enfant, par exemple, va avoir 47% de plus de chances, si je peux dire, ou plus de risques, de faire un somnambulisme s'il a un de ses parents qui en ont déjà fait et qu'il a 61% de risques supplémentaires si les deux parents ont fait du somnambulisme. Donc même si on ne connaît pas précisément le gène, il y a des facteurs héréditaires qui jouent un rôle très favorisant. Donc ça, ce sont une sorte de vulnérabilité. Et chez ces enfants vulnérables ou chez ces adultes vulnérables, il va y avoir des facteurs qui vont favoriser la survenue du somnambulisme. Et ce sont tous les facteurs qui augmentent le sommeil lent profond ou qui fractionnent le sommeil lent profond. On sait que le sommeil lent profond est cette forme de sommeil avec ces grandes ondes lentes sur l'électroencéphalogramme et qui survient au cours des 2 premiers cycles du sommeil. Ce qui veut dire que le somnambulisme survient surtout en début de nuit. Et ces facteurs, quels sont-ils ? Ça va être la fièvre,
qui augmente le sommeil lent profond, la privation de sommeil qui va tendre à également augmenter le sommeil lent profond, l'exposition tardive aux écrans, et ça c'est surtout à répéter aux adolescents. On sait aussi que certains traitements favorisent, il y a eu des cas rapportés dans la littérature de sujets qui avaient pris des benzodiazépines à demi-vie courte ou encore l'azopiclone ou le zolpidem, ces hypnotiques à courte durée d'action. Enfin, l'alcool est connu comme étant un facteur favorisant à côté de ces drogues. Et quand on veut déclencher un épisode de somnambulisme, on demande toujours au sujet d'avoir fait une activité physique intense dans la journée qui précède. À côté de ces facteurs physiques, il y a des facteurs psychologiques et tout le monde sait que le stress, qu'il soit aigu ou chronique d'ailleurs, l'anxiété, la détresse psychologique sont des facteurs qui contribuent à l'instabilité du sommeil et à la survenue de ce trouble moteur. Ce trouble moteur, il correspond à quoi? Il correspond à une dissociation que l'on appelle psychocomportementale, avec un comportement moteur qui est proche de la veille, alors que les structures du sommeil sont, elles, toujours en jeu. C'est-à-dire que c'est un état qui est dit dissocié entre le cortex et l'hippocampe d'une part et les structures qui génèrent l'activité motrice d'autre part. Et d'ailleurs, de façon intéressante, le fait que l'hippocampe soit endormi, je dirais, pendant ces épisodes, explique que le sujet, le lendemain, ne se souviendra pas de l'épisode qu'il a fait. Enfin, pour terminer, il y a des facteurs qui sont plus déclenchants. Il faut toujours penser à éliminer, notamment chez l'adulte, un trouble respiratoire au cours du sommeil, un syndrome des jambes sans repos ou des mouvements périodiques de jambes ou un changement brutal de rythme veille-sommeil. Autant de choses qui favorisent et déclenchent la parasomnie et puis aussi le contact physique, le bruit qui peuvent déclencher ces épisodes. C'est passionnant et donc on peut considérer qu'un des traitements du somnambulisme va être la suppression de ces facteurs favorisants. Dans quel cas on a recours à des traitements plus importants comme un traitement médicamenteux ? Alors ça, c'est une très bonne question, c'est-à-dire quels sont les facteurs de gravité ? Bien, on va s'inquiéter quand les épisodes de somnambulisme sont très longs. Et c'est parfois difficile à bien juger parce que souvent on retrouve l'adulte endormi par terre ou dans la salle à manger, mais on ne sait pas combien de temps a duré. Mais on sait que cette durée peut être très variable et que si les épisodes sont très longs, c'est plutôt un facteur qui doit attirer l'attention. De la même façon, lorsque les épisodes sont très fréquents, répétés, et souvent ils surviennent, j'allais dire, en cluster, c'est-à-dire qu'à certains moments, certaines nuits, vous allez avoir successivement, chaque nuit, un épisode, et puis ça se calme. Mais quand ces épisodes sont extrêmement fréquents, c'est aussi un facteur de gravité. Mais au-delà de tout ça, c'est surtout lorsque les accès sont intenses et qu'ils entraînent de la violence. Violence sur le sujet lui-même quand il se met en danger avec des risques de blessures. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cet homme qui voulait enjamber sa fenêtre, ou encore lorsqu'il y a des gestes dangereux sur, par exemple, la partenaire de lit pensant vouloir lui faire échapper à un danger et il l'enserre tellement fort qu'il risque de l'étrangler. C'est un cas que j'ai vu aussi dans ma patientèle. Donc, quand ces accès longs, répétés avec violence, ceci impose une prise en charge. D'abord, un enregistrement polysomnographique avec vidéo pour s'assurer du diagnostic et ensuite une prise en charge. Il y a aussi des facteurs qui amènent à des prises en charge. Ce sont quand ces accès, même s'ils ne sont pas graves, se répètent suffisamment pour perturber la vie familiale ou conjugale. Par exemple, j'avais vu une femme qui était complètement apeurée des épisodes de somnambulisme de son mari. Et beaucoup plus rarement, ces épisodes ont une conséquence diurne, car les sujets, sans se souvenir de l'épisode, savent parfois qu'il est arrivé quelque chose, se sentent fatigués et parfois un peu somnolents, au moins subjectivement. Enfin, quand on soupçonne une pathologie, bien sûr, il faut la rechercher et la prendre en charge pour elle-même.
Donc tous ces facteurs doivent être pris en charge, traités, tout comme le stress chronique et l'anxiété et tous les facteurs psychologiques. Il en est aussi de même de l'alcoolisme et de certaines conduites addictives qui favorisent ces épisodes. Donc, c'est une prise en charge globale, pas seulement de l'épisode de parasomnie, mais une prise en charge globale de l'individu. Merci Dr Marie-Françoise Vecchiarini pour cet éclairage sur la thématique du somnambulisme et à très bientôt.